Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, dites-moi juste où est-ce qu'on s'est arrêté. Rappelez-moi où est-ce qu'on s'est arrêté. Alors, on a expliqué la notion d'irréductibilité. حبسنا مدام درنا دوز اكزومبل سي سي ام 3 كملنا في الام 3 الفابيت. Tu es de la section RSE. RSD مدام délégué. RSD, le délégué, oui, Bisna, tu m'as dit, on a fait le... Attends. Donc, on a calculé le F33. Oui, madame. Il était question, si je me rappelle bien, il était question de déterminer la nature de l'état 3. Oui, madame. C'était ça. Et donc, la classification, donc juste un petit rappel. Donc, classifier un état, c'est ça, classifier un état. Donc, quand on vous demande de faire la classification d'un état ou de déterminer la nature d'un état, cela signifie que vous devez déterminer sa nature selon les deux critères. Le critère de la période, la périodicité ou la période, c'est-à-dire vous calculez sa période et vous dites est-ce qu'il est périodique ou apériodique, et vous devez calculer sa probabilité de retour, donc son FII. Si vous trouvez, voilà la définition, ce qu'elle dit, si je trouve que le FII est plus petit que le A, cela signifie que mon état est transitoire. Si je trouve que le FII est égal à 1, qu'est-ce que je fais? Je dois continuer, je dois calculer le temps de moyenne de retour. Donc, je dois calculer son MI. Si je trouve que son MI est infini, l'état est considéré comme étant récurrent nul. Si je trouve que le temps de retour, le temps moyen de retour est fini, l'état est considéré comme étant récurrent non nul ou bien récurrent positif. Donc, s'il est transitoire, si je trouve le FII inférieur à 1, deux fois je vois les étudiants, ils calculent son FII. Ils trouvent que c'est inférieur à 1 et ils calculent le MI. Non, quand je trouve le FII inférieur à 1, je déduis tout de suite que l'état est transitoire et c'est bon, il n'y a pas autre chose. Quand je trouve que c'est récurrent, je dois calculer le MI pour savoir de quel type de récurrence s'agit-il. Est-ce que c'est une récurrence, c'est un état récurrent nul ou bien récurrent non nul? L'état récurrent nul, on le trouve donc, juste une petite information, un état récurrent nul, on le trouve dans une chaîne infinie. Pourquoi? Parce que le temps de retour va être infini. Je ne peux pas trouver un état récurrent nul dans une chaîne finie. La même chose, un état récurrent non nul, ça veut dire que le temps de retour est fini. Et ça, je le trouve que dans la chaîne finie. Voilà, ça c'est juste des petites des astuces pour se retrouver. Et donc, on avait travaillé sur notre exemple, d'accord? Notre exemple habituel, donc c'était celui-là. Et il était question de classifier les états, l'état 3, l'état 6. Donc, pour l'état 6, on a calculé le F66. On a trouvé le F66 égal à 1. Hein, et on a calculé aussi le M6. D'accord? La même chose pour l'état 3. Donc, on a calculé le F33. On l'a trouvé égal à 1. Donc, on a déduit que l'état 3 était récurrent. Et on a continué à calculer le M3. Le M3, donc on a compris, on a calculé le M3 jusqu'au bout. Oui. Voilà. Oui, madame, c'est alphabet. Jusqu'au bout, donc, on a trouvé combien? Le M3, on l'a trouvé à 5. On l'a trouvé à 5. À partir de là, donc, on a déduit que l'état 3 est récurrent non nul.
Bien sûr, là, donc, ça, c'est selon la récurrence. Maintenant, il faut trouver aussi la période pour dire est-ce qu'il est et de quelle période s'agit-il. Voilà. Donc, c'est ça la classification d'un état. Donc, je donne cette propriété. Donc, je ne donne pas cette propriété, je donne une propriété plus vaste. Donc, cette propriété. Madame Bark, s'il vous plaît, acceptez qu'un litre. Pas à ma connaissance. Vient de... OK. Allez, au fur et à mesure, je les accepte. Voilà. Donc, on continue. Donc, maintenant, on peut être en face d'une chaîne dans laquelle il y a beaucoup d'états. Et donc, quand on veut classifier les états, il ne faut pas perdre de temps. Donc, il y a des propriétés qui peuvent nous aider. Donc, il y a cette propriété qui dit que tous les états d'une CMTD irréductible sont de même nature. Cette propriété s'applique au CMTD irréductible. D'accord? Si la CMTD est irréductible, automatiquement, tout le monde va avoir la même nature. Ça veut dire quoi la même nature? C'est-à-dire, ils vont être tous récurrents nuls ou bien récurrents non nuls. Pourquoi je n'ai pas mis transitoire? Quelqu'un me répond. Pourquoi j'ai mis soit tous récurrents nuls ou bien tous récurrents non nuls? Pourquoi j'ai pas mis peuvent être de même nature, soit tous récurrents non nuls, soit tous récurrents nuls, soit tous transitoires? Pourquoi j'ai pas mis le transitoire? J'attends votre réponse. C'est positif. Quel est le lien entre les états récurrents nuls et les récurrents non nuls? Quel est le lien entre les deux? Quel est le point commun entre les deux? Entre les états récurrents nuls et les états récurrents non nuls. Ils sont tous les deux récurrents. Comment? La récurrence. Ils sont tous les deux récurrents. Ça veut dire quoi récurrent? I est égal à 1. Ça veut dire? C'est quoi récurrent? C'est pas transitoire, madame. Non, non, c'est quoi récurrent? Ne me donne pas la négation. C'est quoi récurrent? Leur FII est égal à 1. Très bien. Donc, ils sont tous récurrents, ça veut dire que leur probabilité de retour est égale à 1. Quel que soit l'état que je prends, la probabilité de retour est égale à 1. Est-ce que dans une chaîne irréductible, je peux trouver un état où la probabilité de retour est inférieure à 1? Ça veut dire quoi, probabilité de retour inférieure à 1? Ça veut dire que en quittant cet état, je peux retourner à cet état comme je peux ne pas retourner. C'est ça, un FII inférieur à 1, une proba inférieure à 1. Donc, la question que j'ai posée, est-ce que je peux avoir des états transitoires dans une chaîne irréductible? Qu'est-ce que vous répondez? C'est pas difficile. Non? Non, pourquoi? Ça veut dire quoi une chaîne irréductible? Ça veut dire quoi une chaîne irréductible? Oui? Une chaîne irréductible, bon, apparemment, vous n'avez pas révisé. Il existe Non, pas il existe. Il n'y a pas de irréductible, il n'y a pas de il existe. Une chaîne irréductible, ça veut dire que quels que soient les états, je peux aller de n'importe quel état à n'importe quel état. Ça veut dire que quel que soit l'état, je sors de cet état et je reviens à cet état avec une probabilité égale à 1. Donc, attention, vous faites attention à tout ça.
Dans une chaîne irréductible, de tout le monde, je peux aller à tout le monde. Ça veut dire que de chaque état, je peux retourner à cet état. Et donc, la probabilité de retour, le FII dans une chaîne irréductible, comment il va être? Égal à combien? Qu'est-ce qui se passe? La probabilité de retour FII, elle va être égale à combien? Elle va être égale tout simplement, non, c'est pas, écoutez, il y a 40 étudiants présents, je n'ai même pas une, alors je vois une réponse. D'accord, donc les gens répondent en écrivant. Ok, très bien. Exactement, ceux qui disent, ah, vous me rassurez, au moins quelques réponses. Dans une chaîne irréductible, logiquement, de n'importe quel état, je peux trouver un chemin qui m'emmène vers d'autres états. Ça veut dire que de tout état, je peux revenir avec 100% des chances. Ça veut dire que le retour égale à 1, le FII, dans une chaîne irréductible. C'est pour ça que j'ai mis ici, soit tous récurrents ou bien tous récurrents non nuls. Donc, je repose la question, est-ce que je peux trouver un état transitoire dans une chaîne irréductible? Répondez-moi. Vous ne répondez pas? D'accord. Ceux qui disent non, ok, très bien. C'est bon, je ne pose plus de questions, j'avance. Donc, tous les états d'une chaîne de Markov irréductibles sont de même nature. Soit tous récurrents nuls ou bien tous récurrents non nuls. Et pareil, ils ont tous la même nature, c'est-à-dire la même période et le même type de récurrence. C'est ça, même période, même type de récurrence. En d'autres termes, si j'arrive à définir la nature, à déterminer la nature d'un état, je l'applique automatiquement pour tous les autres états. Je ne suis pas obligée de calculer pour tout le monde pour ne pas perdre de temps. Si ma chaîne est irréductible. Maintenant, cette propriété s'applique aussi sur les sous-chaînes irréductibles absorbantes, sur les sous-chaînes absorbantes irréductibles. Donc, si je prends cet exemple et on me demande de déterminer ou de classifier les états de cette chaîne, je sais que cette chaîne, elle est non irréductible. Donc, ça, c'est une sous-chaîne et ça, c'est une sous-chaîne absorbante. Sous-chaîne absorbante, sous-chaîne absorbante. La propriété que je viens de donner s'applique aux chaînes irréductibles et aux sous-chaînes absorbantes irréductibles. Donc, je peux l'appliquer pour cette sous-chaîne irréductible. Par conséquent, il suffit juste de calculer la période de l'état 6 ou 7 et de déduire pour l'autre. La même chose pour la récurrence. Donc, je détermine la nature d'un état et je déduis la même nature pour l'autre. La même chose dans cette sous-chaîne absorbante. Je détermine la nature d'un seul, au choix, comme vous voulez, 3 ou 4 ou 5, ce qui vous arrange. Et je dis que les 3 états sont de même nature et en la même période. Donc, ce n'est pas la peine de calculer pour tout le monde. Pour le 1 et le 2, les 2 états n'appartiennent pas à une sous-chaîne absorbante. Par conséquent, je dois traiter le 1 à part et le 2 à part. Voilà donc, ça c'est une propriété qui me permet de gagner du temps. Vous voyez, au lieu de faire le calcul de FII et probablement le calcul de MII pour les 7 états, non, je prends un d'ici, et celui-là, ça me fera 4. Et imaginez le gain. Donc, imaginez ce qu'on a gagné sur cette chaîne. Donc, imaginez ce qu'on pourrait gagner sur une chaîne qui contient, par exemple, une centaine d'états. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps, on peut appliquer cette propriété qui dit que la propriété dit tout simplement, attendez, j'ai ouvert la... Donc, j'applique la propriété directement, ça me fait gagner du temps. Il y a une autre propriété
Donc là, je n'ai pas dit qu'elle devait être finie, la chaîne. J'ai dit tout simplement si elle est irréductible. Soit la chaîne, soit la sous-chaîne absorbante. Elle est irréductible, tout le monde va avoir la même nature. Maintenant, si la chaîne ou la sous-chaîne absorbante est finie et irréductible, là, tous les états vont être récurrents non nuls. Je n'ai même pas besoin de calculer. Donc, cette propriété, elle me permet de déduire rapidement la classification. Dans le cas où la chaîne est finie et irréductible, on peut dire directement que tous les états sont récurrents non nuls. C'est un peu logique. Quand je dis irréductible, ça veut dire que de tout le monde, je peux aller à tout le monde. Probabilité de retour égale à 1 pour chaque état. Ça veut dire que s'ils sont récurrents. La chaîne est finie. Ça veut dire que le temps de retour va être fini. Donc, c'est normal qu'ils sont tous récurrents non nuls. Logiquement. D'accord ? Et après, pour la période, on doit calculer la période. On doit calculer la période. D'accord ? Il n'y a pas une règle pour la période. Donc, tout dépend de la chaîne. Les états de la chaîne qui est finie irréductible peuvent être apériodiques comme ils peuvent être périodiques. D'accord ? Donc, et cette propriété s'applique aussi aux sous-chaînes absorbantes qui vérifient cette propriété, finitude, irréductibilité. Donc, si je reviens ici, cette sous-chaîne, elle est comment? Elle est finie, irréductible. Donc, si on calcule le FII de ces états, on le trouve égal à 1. Le temps de retour de ces états, on le trouve égal à 1. Donc, on n'a même pas besoin de calculer. Sous-chaîne finie, irréductible, tous ces états sont récurrents non nuls. La même chose ici. Ces états appartiennent à une sous-chaîne absorbante qui est finie, qui est irréductible. Donc, tous ces états sont récurrents non nuls. Et les calculs le montrent. Quand on a calculé la fois passée le F6,6, on l'a trouvé égal à 1. Le temps de retour dans le M6, on l'a trouvé inférieur à pas fini, pas infini. La même chose pour le F3,3, on l'a trouvé égal à 1. Et le M3, on l'avait trouvé égal à 5. Fini. Donc ça, c'était juste pour vous exercer, pour un peu s'exercer, pour le calcul, pour savoir faire le calcul, parce qu'on peut te demander de calculer. Si on te demande de calculer, il faut calculer, il ne faut pas appliquer les propriétés. Maintenant, si on te demande de déduire ou de répondre juste par oui ou par non, les propriétés peuvent t'aider énormément. D'accord ? Voilà. Voilà donc ces deux propriétés. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux propriétés que je viens de donner? Elles sont claires? La première, elle dit que si la chaîne est irréductible, tout le monde va avoir la même nature. Donc, je détermine la nature d'un seul et je déduis pour les autres. Ça, c'est valable quand la chaîne est finie ou infinie. Et mieux que ça, celle-là, elle ne nécessite aucun calcul. Si la chaîne est finie et irréductible, tout le monde va être récurrent non nul, mais après, le calcul, je dois le faire pour la période. D'accord? Parce que je peux, regardez, je vais prendre un exemple. Voilà, on prend un exemple. Par exemple, on a ça. Et là, on a ça. L'état 2, l'état 3 et l'état 4. Après, vous avez les transitions dans ce sens et les transitions dans ce sens. Voilà. Alors, classifier les états 2, 3 et 4. Alors, comment on va classifier les états de cette chaîne? Voilà, on te demande de déterminer la nature ou classifier les états de cette chaîne. Comment tu vas faire? Hein?
Allez-y. Comment on va faire? Comment on va faire? Allez-y, quelqu'un me répond. Écoutez, c'est pas parce que c'est un cours en ligne que vous n'êtes pas censé participer. Ça va pas dans un seul sens. Il faut participer, il faut donner votre point de vue, il faut répondre aux questions. Madame, Oui, نروحو نحسبوا PGCD de 2, l'état 2 et 4 et 3. PGCD de quoi? L'état 2, 3 et 4. PGCD d'un état. باش نشوفوا la périodique ou la apériodique. D'accord. Donc, d'abord, moi, j'ai posé la question, classifier les états de la chaîne. Donc, donne-moi la logique. Qu'est-ce que tu vas faire? Déterminer la nature ou bien donner une classification des états de la chaîne. Madame Chouvaïda, apériodique ou la périodique? Quel état d'abord? Tous les états. Tous les états. Voilà. Et quelqu'un qui me dit tous les états, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il faut avoir une logique. Qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a dit? نظام ليطا 1 وواحد من لي زيطا هذوك تاع 3 اللي باقوا. Attends. Vas-y. نظام ليطا 1 وواحد Qu'est-ce que tu من vas faire pour l'état 1? نظام كيف ما قال لك شوفي دا بيريوديك دا بيريوديك. D'accord. Donc, pourquoi vous parlez de la période? Pourquoi vous ne parlez pas de la récurrence? Hein? Pour la classification, je dois classifier par rapport à la période, mais aussi par rapport à la récurrence. Donc, comment je vais je vais être précise. Classifier les états de cette chaîne par rapport au critère de la récurrence. Allez-y, comment vous allez travailler? Dites-moi comment vous allez travailler. Bon, on ne va pas perdre de temps parce que je vais vous attendre apparemment. Réviser. Vous avez le chapitre des chaînes de Markov révisé. D'accord? Regardez. Est-ce que cette chaîne est irréductible? Première chose à vérifier. Est-ce que cette chaîne est Non, irréductible? madame. Non. Pourquoi? On ne peut pas partir de l'état 3 vers l'état 1. Voilà. Donc, elle contient une sous-chaîne absorbante, oui ou non? Oui. Constituée de quel état? 2, 3 et 4. Donc, les états 2, 3 et 4 constituent une sous-chaîne qui est comment? Absorbante, qui est comment? Finie, irréductible. Ça veut dire que tous les états de cette sous-chaîne sont comment? Égal à 1. Non, les états, ils sont comment? Voilà, propriété que je viens de donner. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les états d'une CMT définie irréductible sont récurrents non nuls. C'est pas difficile. D'accord? Voilà. Donc, ici, attendez. Voilà. La propriété, c'est ce qu'elle dit. Donc, cette sous-chaîne, elle est finie, elle est irréductible. Donc, tous ces états sont récurrents non nuls. Voilà, c'est bon. Déjà, j'ai ça. Après, pour la période, qu'est-ce que je fais? On doit calculer F11. Pour la période, tu calcules? On prend un état. On calcule la période d'un état. Par exemple, je prends la période de l'état 2. Je la calcule. Elle sera comment la période de l'état 3 et l'état 4? Propriété précédente. Tous les états d'une CMTD irréductible sont de même nature et en la même période. Donc, est-ce que je vais calculer la période de chacun?
Non. Non, madame. Je calcule la période de qui? D'un seul état. D'un seul état. Et après, La période des autres états, c'est la même. la période des autres états, c'est la même. Donc, la période de l'état 3 égale à la période de l'état 2 égale à la période de l'état 4. D'accord? Parce que j'ai cette propriété. Depuis tout à l'heure, j'explique les propriétés. Elles ne sont pas difficiles. Deux propriétés, c'est tout. Allez, c'est égal à quoi tout ça? Quelle est la période de l'état 2, par exemple? 1. Les autres, j'ai entendu un 1. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? La période de l'état 2. Préparez-vous à une interrogation dès que je termine la série 1. Les RSD. Ça va être une interrogation sur le premier chapitre dès que je termine la série, c'est-à-dire très prochainement. Donc, allez-y. La période d'un état, c'est le PGCD des longueurs de circuit qui me permettent de revenir vers le même état. Madame 3. 3. Réviser la période. On a pris des exemples. Vous avez le support de cours. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne révisez pas régulièrement et si vous n'êtes pas à jour dans un module, vous allez vous perdre. Moi, je vous le dis. Donc, non. Non. Voilà. Donc, on a classifié sous-chaîne finie, sous-chaîne absorbante finie irréductible. Voilà. On a appliqué la définition. Tout le monde est récurrent non nul. Période, je calcule la période d'un état, puisque tout le monde va avoir la même période, et je déduis pour les autres, rapidement. Pour l'état 1, qu'est-ce que je peux dire? Allez, classification de l'état 1. Qu'est-ce que je peux dire pour l'état 1? Comment je vais le travailler? Est-ce qu'il fait partie, l'état 1, est-ce qu'il fait partie d'une chaîne, d'une sous-chaîne absorbante finie? Non. Oui? Madame, je peux ne pas revenir si je pars de 1. Je peux ne pas revenir. Il y a risque de ne pas revenir. Donc, Exactement. Exactement. À partir de l'état 1, on a la possibilité de quitter. On a la possibilité de quitter et ne pas revenir. C'est quoi une sous-chaîne absorbante? Quand on rentre dedans, on ne sort plus. L'état 1 ne constitue pas une sous-chaîne absorbante parce qu'on peut quitter l'état 1. Ce n'est pas comme les états 2, 3 et 4. Quand on est dedans, on ne sort plus. C'est ça, sous-chaîne absorbante. Donc, l'état 1 il ne fait pas partie d'une sous-chaîne absorbante. Et donc, pour déterminer sa nature, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On doit calculer, on n'a pas le choix. D'accord? Pour déterminer la nature de l'état 1, on doit calculer. Allez, calculer sa période. C'est quoi la période de l'état 1? Période de l'état 1, tout ça, je l'ai déjà fait. D'accord? Je n'aime pas répéter. C'est le PGCD 1,5. des longueurs de circuit qui me permet de... Oui, donc 1,5. le PGCD, d'accord? Le PGCD des longueurs de circuit. Dans les longueurs de circuit, ce n'est pas des probabilités. Les longueurs de circuit, révisez ce qu'on a fait. Révisez ce qu'on a fait. Quel est le circuit qui me permet de revenir de 1 à 1? C'est la boucle, madame, c'est 1. La boucle, c'est 1. Donc, je peux revenir en 1, je peux revenir en 2, je peux revenir en 3. Et le PGCD entre tout ça, c'est quoi? C'est 1. 1. C'est 1. Donc, l'état 1, il est comment? Apériodique. Apériodique.
Maintenant, côté récurrence, comment on fait pour déterminer est-ce qu'il est récurrent ou bien transitoire? Est-ce qu'il y a une propriété qui s'applique dans ce cas? Madame, on calcule. Dans ce cas, on doit calculer parce que la chaîne, dans sa globalité, elle n'est pas irréductible. Donc, je ne peux pas appliquer les propriétés. Et le 1 ne fait pas partie d'une sous-chaîne absorbante irréductible. Donc, il n'y a pas de propriété. Donc, je suis obligée de calculer. Je calcule quoi? F1 de 1. F, A1. F1, F1. Le F11, la probabilité de retour dans l'état 1. Donc, je vais calculer le F11 en 1, le F11 en 2, le F11 en 3. Le F11 en 1 égale à combien? J'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Parce que là, 1 demi. c'est des exemples, mais qui vous permettront de travailler. Donc, il faut prendre des notes. Donc, le F11 en 1, c'est 1 demi. N'oubliez pas qu'on prend en considération le premier retour. Le F11 en 2. 1 demi au carré. Le F11 en 2, premier retour. C'est 0. 0. Je ne peux pas retourner en 2 étapes, premier retour. 0. En 3, 0, madame. partout c'est 0. On a eu ce cas la fois passée. On a déjà eu ce cas. On avait travaillé sur l'exemple. Donc le F11 en 1, c'est 1 demi parce que je peux revenir, d'accord, en une seule étape avec probabilité 1 demi. Mais le F11, si vous ne prenez pas des notes, vous allez oublier. Le F11 en n, il est égal à 0 quand le n est supérieur à 1 pour tous les autres n. En 2, le F11 en 2, c'est 0. En 3, c'est 0. Parce que je ne peux pas revenir la première fois après 2 étapes. Premier retour. À partir de là, donc le F11, il est égal à combien? Allez, on déduit le F11. Donc le F11 égale à combien? C'est la somme des F11n. Donc ça va être égal à combien? 1 demi. C'est 1 un demi. demi. 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état 1? Transistoire. Transitoire. C'est un état transitoire car le F11 est inférieur à 1. C'est la définition, c'est l'application directe de la définition. Fi est inférieur à 1, transitoire, égal à 1, récurrent. D'accord? Il faut savoir quand est-ce qu'il faut calculer et il faut savoir quand est-ce... En fait, quand on vous demande de calculer, il faut calculer. Mais quand on vous demande de déterminer la nature ou bien de déduire, tu dois réfléchir. Là où il faut calculer, tu dois calculer, savoir quoi calculer. Là où tu dois appliquer une propriété, il faut l'appliquer. Donc, il faut suivre ce qu'on est en train de faire, d'accord? Il faut suivre. Très bien, donc j'ai terminé avec cette histoire de classification. C'est bon pour cette partie. Maintenant, je vais passer à un paramètre de performance qu'on n'a pas vu. C'est le paramètre FIJ, c'est-à-dire la probabilité de transition d'un état à un autre. Jusqu'à présent, ce qu'on a calculé, on a calculé le FII, la probabilité du premier retour. On a appris à calculer la probabilité du premier retour pour justement apprendre pour pouvoir classifier un état, déterminer sa nature. Maintenant, on va calculer la probabilité de transition d'un certain état à un autre, d'un état I à un état J. Et là, on a deux méthodes. La première méthode, déjà quand je dis probabilité de transition de l'état I à l'état J, j'entends par là la première entrée dans l'état J, c'est-à-dire la première fois où je vais accéder à l'état J.
Donc, quand on veut savoir quelle est la probabilité qu'un paquet qui a été transmis par un certain nœud arrive à un autre nœud, je calcule la probabilité qu'il arrive la première fois. Dès qu'il arrive, c'est ça la probabilité qui m'intéresse. Ce n'est pas les autres entrées, c'est la première entrée. Donc, j'ai deux façons de calculer le FIJ. La première façon, c'est la somme des FIJN pour n allant de 1 à l'infini. Le FIJ, c'est la somme des FIJN pour n allant de 1 à l'infini. C'est quoi le FIJN? C'est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en n étapes. Le FIJN, c'est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J en n étapes. Et ça va être la première entrée dans l'état J. C'est ça le FIJN. Le FIJ, logiquement, le FIJ, c'est la probabilité d'aller de I à J en n étapes. Donc, quand je veux calculer juste la probabilité d'aller de I à J, ça va être quoi? La probabilité d'aller de I à J, ça va être la probabilité d'aller de I à J en une seule étape, ou bien en deux, ou bien en trois, ou bien en quatre, ou bien c'est pour ça qu'il y a la somme. Le ou bien, le ou, c'est un plus. D'accord? Et donc, si vous remarquez bien, ça, c'est une règle générale. Dans le cas particulier où le I égale à J, on tombe sur le FII, la fameuse formule qu'on appliquait, le FII. On l'avait défini la fois passée, le FII, le voilà. Le FII, c'est la somme des FIIN pour n allant de 1 à l'infini. Et donc, d'une manière générale, le FIJ, c'est la somme des FIJN. Quand le I égale à J, ça s'appelle probabilité de retour. Quand le I est différent de J, ça s'appelle la probabilité de transition. Donc, ça, c'est la première façon de calculer. C'est la deuxième façon de calculer. Et on va appliquer ça en TD. D'accord? Je vais revenir sur cette probabilité de transition d'un état à un autre en TD au niveau de l'exercice 1. Donc, on va apprendre à calculer la probabilité de transition en utilisant cette formule. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez travailler comme ça ou comme ça. D'accord? Donc, la probabilité de transition de l'état I à l'état J, je vais... donnez-moi une minute, je reviens, d'accord? Regardez, en attendant, réfléchissez un petit peu à ça, je reviens.
On reprend. Donc, je disais que pour calculer la probabilité de transition d'un état I à un état J, on a deux façons de le faire. Soit on calcule les F, I, J, N et on les somme. F, I, J en 1, en 2, en 3, en 4, etc. Première entrée dans J. Soit j'applique cette formule. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Un tableau. Qu'est-ce qu'elle dit? On est dans l'état I. Il y a un état I. Il y a de ce côté-là un état J. Vous me fatiguez, on n'arrive pas quand on veut. Donc, regardez, ça c'est l'état I, ça c'est l'état J. Donc, la probabilité de transition de l'état I à l'état J. Donc, ça peut être, voilà, je peux avoir un lien direct. Et ça, c'est le PIJ. C'est la probabilité d'aller de l'état I à l'état J. Probabilité de transition directe. Je peux avoir aussi des états intermédiaires, des cas. D'accord? K, c'est quoi un K? C'est un voisin du I. Voilà, celui-là, je l'appelle K, celui-là, je l'appelle K, celui-là, je l'appelle K. Donc, la différence entre PIJ et FIJ. FIJ, PIJ, c'est la probabilité de transition directe de I à J, en une seule étape. Le FIJ, c'est la probabilité de transition de I à J en un nombre quelconque d'étapes. C'est-à-dire, je ne prends pas en considération en combien d'étapes. Donc, pour aller de I à J, le FIJ, je peux aller directement, c'est-à-dire c'est PIJ, vous voyez ici le PIJ, voilà, le PIJ. Donc, c'est PIJ, ou bien je peux passer par un K, ou bien c'est la probabilité d'aller de I à K, et ensuite, je continue plutôt en un nombre quelconque de K à J. Donc, ça me fera FKJ. Quand c'est en une seule étape, c'est PI, IK. Et là, c'est en un nombre quelconque d'étapes. Ça peut être un ou plusieurs. Donc, FKJ. Voilà. Le PIJ, donc la probabilité FIJ d'aller de I à J, c'est le PIJ, je vais de I à J directement, ou bien indirectement via l'état K. Donc, indirectement, comment j'irai? J'irai d'abord de I à K, donc ça c'est le PIK, voilà, le PIK, fois, et ensuite le FKJ. Ensuite, je continue de K à J et FKJ. C'est très simple, c'est-à-dire pour aller de J à K en un nombre d'étapes quelconque, je peux aller directement, ou bien plus, j'irai de I à K, PIK, et j'irai de K à J avec FKJ en un nombre quelconque. Et comme je peux avoir plusieurs voisins qui me permettent d'aller vers le J, eh ben, je prends en considération tous les chemins. Et c'est pour ça que je fais cette somme, pour dire un ou entre tous les chemins, et avec le cas différent de J, bien sûr, parce que j'ai pris en considération le PIJ dans le calcul. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la probabilité. J'envoie un virus à partir d'un état I, et je veux savoir quelle est la probabilité qu'il arrive à J. Eh ben, c'est ça, hein, d'accord? Donc, c'est la probabilité d'aller de I à J. Bien sûr, on peut même enlever ce lien pour qu'il ne se doute le J ne se doute pas d'où est-ce que ça vient. C'est-à-dire, il va vérifier juste chez ses voisins et le coup, il vient de loin. Voilà. D'accord, ça c'est la probabilité, donc on fera, donc il y a une question. Et bien sûr, cette formule, elle est applicable aussi pour calculer le FII. D'accord? Donc, FIJ, elle s'applique pour I différent de J, mais elle s'applique aussi pour I égale à I. Donc, je peux l'utiliser pour calculer la probabilité de retour dans un état. Bien sûr, premier retour. Donc, le FII, qu'on a l'habitude de calculer avec la formule de la somme, on peut lui appliquer ça. OK?
Donc, les étudiants qui veulent travailler, les étudiants qui se rappellent ce qu'on a fait la fois passée. Qu'est-ce qu'on a fait la fois passée? Rappelez-vous. On avait calculé, c'était ça. C'était ça. On avait calculé le F33. Ce F33 qu'on avait trouvé à 1. D'accord? Prenez le même modèle. Il est dans votre support. D'accord? Ce modèle, le modèle sur lequel on avait travaillé, celui-là. Le modèle sur lequel on travaille depuis le début, il est dans votre support de cours. Amusez-vous, refaites, calculez avec cette façon de faire le F33. D'accord? Calculez le F33 en appliquant ce que je viens de faire. En tout cas, on le fera avec l'exercice là. J'avance maintenant dans le cours. Allons-y. C'est bon pour ça. La même chose pour le MI. Le MI, c'est le temps moyen de retour. On a vu comment calculer le MI, puisqu'il était question de faire la classification. Donc, on avait besoin, certaines fois, de calculer le MI. On a dit que c'est la somme de N fois FII en N. De façon générale, le MI, c'est le MII. Donc, d'une manière générale, le MIJ, le temps moyen de transition, c'est-à-dire le temps nécessaire, quand je parle de temps, dans du CMTD, c'est en termes de nombre d'étapes. Donc, le temps nécessaire pour la transition d'un état I à l'état J, c'est la somme de N fois FIJ en N pour N allant de 1 à l'infini. D'accord? C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir le FII, ça va être les FIJ. Et donc, c'est le MIJ. Il y a une autre formule, inspirée des formules de Kolmogorov, qui dit que le MIJ, pour aller le temps nécessaire pour aller de l'état I à l'état J, ça va être un 1 plus la somme, je ne vais pas mettre la transition directe, ça va être un 1 plus la somme des PIK fois MKJ, pour le cas différent de J. D'accord? Sauf que cette formule n'est applicable, celle-là précisément, elle n'est applicable que sur, c'est-à-dire si je veux calculer le MII ici, il faut que la chaîne soit irréductible. Si la chaîne n'est pas irréductible et je veux calculer le MI, je dois appliquer cette formule. Donc, cette formule, elle reste générale, mais sachez que celle-là, elle peut être appliquée dans certains cas particuliers pour le MI. D'accord? Donc, le MIJ, pour le MIJ, tu fais un 1 plus la somme et tu vois, tu prends à chaque fois la probabilité d'aller directement de I à ton voisin direct K que tu multiplies par le MKJ, avec cas différents de J. On va d'abord l'appliquer pour le FIJ et on verra après pour le MIJ. Ça, on le fera en TD. Très bien, les propriétés, je les ai données. Maintenant, rappelez-vous, quand on a pris l'exemple, les premières séances, rappelez-vous ici ce qu'on avait dit. Là, il était question de travailler cet exercice. C'était l'exercice du processeur qui pouvait être opérationnel comme il pouvait être en panne. Et on a calculé les différents vecteurs Pn. Pi0, c'était ça. Pi0, c'est ça. Le Pi1, c'est ça. Le Pi2, le Pi3, Pi4, Pi5. Et donc, bien sûr, ça, c'est le vecteur Pn. Donc, c'est le vecteur de la distribution à l'instant n. Et là, qu'est-ce qu'on avait remarqué? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, à l'instant 4, c'est-à-dire le vecteur Pi4, il est égal à ça. Ces deux valeurs. Et à l'instant 5, le vecteur Pi5, il est égal à ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le vecteur Pi4 est égal au vecteur Pi5. Pourquoi? Pourquoi au début, c'était différent et à un moment donné, c'est devenu égal? Eh bien, tout simplement parce que le système s'est stabilisé avec le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système qui s'est stabilisé.
Et à partir de là, on va s'intéresser maintenant à l'analyse en régime stationnaire. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse en régime transitoire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est le calcul de Pn, c'est le calcul des probabilités de transition, probabilité de retour, temps moyen de retour, temps de transition. Et il y a la classification, tout ça, c'est l'analyse transitoire. Et il y a l'analyse en régime stationnaire. Ça veut dire quoi, le régime stationnaire? Lorsque le système aura fonctionné suffisamment longtemps. Ça veut dire quoi suffisamment longtemps? Ça veut dire pour un n assez grand. En mathématiques, on parle quand n est assez grand, on dit que le n tend vers l'infini. Mais réellement, en informatique, il n'y a pas l'infini. Donc, c'est quoi le n qui tend vers l'infini? C'est un n assez grand. Donc, quand le système aura tourné, aura fonctionné assez, c'est-à-dire que le n est important, le système ou le modèle va atteindre le régime stationnaire. Ça veut dire qu'il va se stabiliser. Et l'état du système en régime stationnaire, une fois qu'il se stabilise, l'état de ce système est défini par le vecteur limite. On l'appelle le vecteur limite, ou bien on utilise beaucoup plus dans les livres le mot, plutôt le terme vecteur des probabilités stationnaires. Donc, le système était initialement, à l'instant, bien le modèle, on parle beaucoup plus de modèle, puisque c'est le modèle qui représente le système. Donc, le modèle se trouve initialement, vous m'entendez? C'est bon. Vous suivez? Oui, madame. D'accord. Vous étiez 40, il y a 5 abondants. Donc, je disais, lorsque le système aura fonctionné suffisamment longtemps, c'est-à-dire qu'initialement, on part de l'état 0. Donc, à l'instant 0 plutôt, on a le vecteur pi0. Le vecteur pi0, c'est le vecteur qui représente l'état du système à l'instant 0. Pi0. On l'écrit comme ça. Le vecteur pi0. Voilà. À l'instant 0, on a le vecteur pi0. C'est-à-dire, imaginez que ça, c'est l'axe des temps. À l'instant 0, l'état du système est décrit par le vecteur pi0. À l'instant 1, et donc quand je parle d'instant, un instant, c'est une unité de temps. Ça peut être, ça dépend de mon modèle, ça peut être un jour, ça peut être un mois, ça peut être une année, ça peut être une seconde. À l'instant 1, c'est etc., etc. C'est pi1. Et tout ça, on sait le calculer. Etc., 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 etc. À un moment donné, le vecteur pi, le vecteur Pn et Pn plus 1 ne seront pas différents. Ils seront, on va dire, ils vont être tellement proches, la différence en valeur absolue va être inférieure à, on va dire, la précision dans les calculs, dans les logiciels, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 16. Donc, la différence entre les deux va être très petite, inférieure à 10 puissance moins 16, c'est ce qu'on appelle le epsilon. Le epsilon en informatique, c'est à peu près 10 puissance moins 16 avec les machines actuelles. Avec les futures machines, il va être peut-être de l'ordre de 10 puissance moins 32, d'accord? Donc, avec le temps, le système va se stabiliser. Et donc, l'état du système va être décrit par le vecteur n, par le vecteur pi. C'est quoi ce vecteur pi? Regardez, on a dit que lorsque le système aura fonctionné suffisamment longtemps, il va se stabiliser. Et il va atteindre un régime stationnaire décrit par le vecteur des probabilités stationnaires. C'est ce qu'on appelle le vecteur pi. C'est quoi ce vecteur pi? Mathématiquement, théoriquement, c'est la limite de Pn, lorsque n tend vers plus infini. On l'appelle le vecteur limite. Pourquoi le vecteur limite? Parce que c'est le vecteur Pn converge. Le vecteur Pn va converger vers le vecteur pi. Mais réellement, nous, on ne va pas utiliser la limite dans le calcul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser les limites parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir implémenter. D'accord? Donc, on utilise des formules de calcul de pi qui peuvent être implémentées
ou bien c'est-à-dire qu'ils peuvent être calculés en utilisant, même si vous voulez utiliser MATLAB ou vous utilisez d'autres outils, l'essentiel c'est que vous arrivez à les calculer, mais pas la ligne. D'accord? Donc, tous ces Pn, c'est en régime transitoire. Ce pi, le pi représente l'état du système en régime stationnaire, mais à condition. L'analyse du système en régime stationnaire nécessite la vérification au préalable de certaines conditions ayant rapport avec l'ergodicité, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que le modèle est ergodique. On ne peut pas calculer et on ne peut pas faire de l'analyse en régime stationnaire pour tous les systèmes, pour tous les modèles. L'analyse en régime transitoire, elle se fait sans aucun problème, sans aucune condition. Sur n'importe quel modèle, je peux faire l'analyse transitoire. Mais l'analyse en régime stationnaire nécessite que le modèle soit ergodique. C'est-à-dire, avant de passer au calcul de la distribution stationnaire, je dois vérifier d'abord est-ce que le système admet un régime stationnaire pour lequel il y aura une distribution pi. D'accord? Donc, je m'explique, je répète. Si je veux faire l'analyse d'une chaîne de Markov à temps discret, il y a deux types d'analyse. Transitoire et en régime transitoire et en régime stationnaire. Le régime transitoire peut se faire sans aucune condition. Mais l'analyse en régime stationnaire, avant de faire cette analyse, il faut vérifier que le modèle est ergodique. Si ton modèle n'est pas ergodique, ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire l'analyse en régime stationnaire. Tu ne vas pas trouver un pi. Soit il n'y aura pas de solution, puis on va voir c'est quoi cette solution, soit il y aura une multitude de solutions. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut une solution et une seule, unique. Donc, on va commencer d'abord par vérifier qu'est-ce que c'est que l'ergodicité. Une chaîne de Markov à temps discret est dite ergodique. Si elle est finie, bien sûr, si elle est finie, donc si la chaîne est finie, on doit vérifier deux choses. Est-ce qu'elle est apériodique et irréductible? C'est ça une chaîne de Markov à temps discret ergodique. Dans le cas fini, parce que dans le cas infini, c'est une autre façon de travailler et on reviendra sur ça avec un autre chapitre. Donc, dans un autre chapitre, on va s'intéresser aux chaînes de Markov à temps, c'est-à-dire infini, à espace d'état infini. Mais là, je suis en train de parler des chaînes CMTD finies. Donc, si ta CMTD est finie, tu veux vérifier l'ergodicité, donc tu dois juste voir si elle est apériodique et irréductible. Irréductible, tout le monde sait ce que c'est. Apériodique, ça veut dire que la période de la chaîne est égale à 1. Voilà les trois conditions. Finie, irréductible, apériodique. Je n'ai pas dit quand elle est infinie, elle ne sera pas ergodique. J'ai dit si elle est finie, je vérifie les deux conditions. Si elle est infinie, c'est d'autres conditions, ce n'est pas la même chose. Donc, je peux avoir une chaîne infinie qui est ergodique. Je n'ai pas dit que seules les chaînes finies sont ergodiques. Je peux avoir une chaîne infinie, on le verra par la suite. On va travailler, manipuler une chaîne infinie et on va voir quand est-ce qu'elle sera ergodique. Pour l'instant, finie, apériodique, irréductible. Si les trois conditions sont vérifiées, je peux déduire que mon modèle est ergodique. Si mon modèle est ergodique, ça veut dire que, on avance, une chaîne de Markov admet une distribution stationnaire sur ses états si elle est ergodique. D'accord? Une fois que tu as vérifié que ton modèle, ta chaîne est ergodique, automatiquement, tu es sûr que ta chaîne admet une distribution, c'est-à-dire un régime stationnaire représenté par la distribution stationnaire, le vecteur pi. Maintenant, comment je vais calculer ce vecteur? Comment je vais calculer la distribution stationnaire? Si la chaîne de Markov est ergodique, le système qu'elle modélise va se stabiliser après l'écoulement d'un temps infini. Bon, on dit un temps infini, mais réellement, la réalité, c'est un temps assez grand.
qui change, qui diffère d'un système à un autre. Ce n'est pas le même temps partout. Donc, et il existe toujours une seule distribution des probabilités stationnaires pi. Si tu as vérifié l'ergodicité sur ton modèle, sois sûr qu'il existera une seule distribution des probabilités pi qui va être indépendante de la distribution initiale. Le vecteur pi n'a rien à voir avec la distribution initiale. Pourquoi? Parce que si je démarre, regardez, si je démarre, par exemple, je prends une distribution pi 0, une première distribution. Il y aura une évolution du système. Voilà, il va évoluer, il va aller vers un certain vecteur pi. Si je prends une autre distribution initiale, il va avoir une autre évolution. Mais il va converger vers le même vecteur. La même chose, si je prends une autre distribution initiale. C'est-à-dire que l'analyse d'un système en régime transitoire, le régime transitoire, c'est aux instants 1, 2, 3, etc., à des instants précis. L'analyse d'un système à des instants précis, c'est l'analyse transitoire, va dépendre de la distribution initiale. Parce qu'on a vu que le Pn, il était égal à Pn-1 fois P. Donc, chaque Pn dépend du Pn-1 précédent. Mais le vecteur pi, tout le monde va converger à la longue pour un n très grand. Donc, quand le n tend vers l'infini, assez élevé, d'accord, sur les petits systèmes, le n, il peut être de l'ordre de 10, de 20, mais pour les grands systèmes, le n, il peut atteindre 100, par exemple, d'accord? Voilà, donc, tout le monde va converger vers le même pi. Donc, comment on va calculer ce vecteur pi? Le vecteur pi, tout simplement, c'est la solution du système d'équations linéaires suivant. Voilà le système. Pi fois grand P égale à pi et la somme des pi i égale à 1. Ça, c'est dans l'exemple, l'histoire du serveur, etc. D'accord? Pour ne pas perdre de temps avec le petit exemple à 2 états, donc on va voir comment calculer ça sur l'exercice 2 de la série. Est-ce qu'on a compris le principe? La distribution, si le modèle est ergodique, le système modélisé, il va se stabiliser. Et donc, ça veut dire qu'il va atteindre un régime stationnaire. Un régime stationnaire est représenté par le vecteur pi. Comment je vais trouver le vecteur pi? Eh bien, je vais résoudre ce système d'équations. Je vais multiplier, je vais trouver le vecteur pi. Ça veut dire quoi, trouver le vecteur pi? Ça veut dire trouver les éléments, les composants du vecteur pi. Et donc, tous les composants du vecteur pi, c'est des inconnus. Ce système, ça va être un système. Par exemple, si le vecteur pi est composé de 4 états. Donc, ça va être un système à 4 équations, 4 inconnues, plus cette équation de normalisation, la somme des pi i égale à 1. Donc, je vais me retrouver avec un système à 5 équations et à 4 inconnues. On le résout très simplement. Si vous avez vérifié l'ergodicité, soyez sûr que votre système vous donnera une solution unique. Si vous n'avez pas vérifié l'ergodicité sur votre modèle, soit vous tombez sur une contradiction, donc il n'y aura pas de solution. Une fois que tu trouves le pi égal à une valeur, une fois une autre valeur, contradictoire, donc pas de solution. Soit tu vas trouver sur des équations qui ne te permettent pas d'avancer et donc qui te donnent une infinité de solutions. C'est ça le problème si je ne vérifie pas l'ergodicité. Soit je peux trouver une infinité de solutions ou bien aucune solution. C'est pour ça qu'il faut vérifier toujours l'ergodicité. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime stationnaire, sur la condition d'ergodicité et sur le calcul de la distribution stationnaire? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Les autres? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Hein? Oui, madame. OK. Maintenant, je vais donner encore une autre. Là, on est sur le point de terminer le chapitre. On passe à un autre point. Donc, dans le cas où la chaîne est ergodique,
cela implique le modèle. En fait, dans les exercices, alors, quand j'explique, est-ce que vous êtes... Quel est le rapport entre une chaîne ergodique et un système stable? Quel est le rapport? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Quel est le rapport entre une chaîne ergodique et un système stable? Je vous donne un exemple. Au cours des 2 dernières années, j'ai posé la question suivante à l'examen. Le système est-il stable? Qu'est-ce que vous êtes censé répondre à cette question? Le système est-il stable? Madame, نروحوا نشوفوا l'ergodicité ومن بعد نشوفوا irréductible plus la période. Fini. Fini, irréductible à périodique. Tu vérifies d'abord finitude. D'accord? Donc, quand on vous demande est-ce que le système est stable, c'est une façon indirecte de vous dire vérifiez l'ergodicité de votre chaîne. Donc, vous allez vérifier si votre chaîne est finie. Si elle est finie, vous allez vérifier l'irréductibilité plus la périodicité. Donc, les trois, vous parlez des trois. Et vous déduisez que c'est ergodique. Si le modèle est ergodique, ça veut dire que le système, voilà, je l'ai dit à ce niveau-là. Donc, après, l'étudiant, il me dit, Madame, vous n'avez pas parlé dans la question d'ergodicité. Je ne te parle pas d'ergodicité dans la question. Tu es censé comprendre. Regardez, voilà. Je le dis ici. Si la chaîne de Markov est ergodique, le système qu'elle modélise se stabilise. Voilà. Après l'écoulement d'un temps infini. Ça veut dire que le système se stabilise, ça veut dire qu'il devient stable. D'accord? Donc, c'est ça la condition d'ergodicité, c'est la condition de stabilisation du système. C'est la condition d'existence de la distribution stationnaire. Si le modèle n'est pas ergodique, la distribution stationnaire, elle ne sera pas unique. D'accord? Si le modèle n'est pas ergodique, la distribution, soit elle n'existera pas, soit elle sera multiple, mais elle ne sera jamais unique. Nous, on cherche une seule distribution pi. Voilà, qui est solution de ce. Donc, dans le cas où notre modèle est ergodique, il y a cette propriété, d'accord? Donc, on peut l'utiliser, on peut l'exploiter. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Le temps moyen de retour dans un état, le temps moyen de retour dans un état I ou J, donc le MJ, sera égal à 1 sur PJ. PJ, c'est la jème composante du vecteur pi, parce que le vecteur pi, c'est pi 1, pi 2, pi 3, etc. Et donc, ça a été prouvé. Il y a un lien entre le temps de retour, d'accord? Parce que le MI, c'est quoi? C'est la somme de n fois FII en n, pour n allant de 1 à l'infini. Donc, le temps de retour, il prend en considération tous les n, de n allant de 1 à l'infini. Et donc, il y a un rapport entre le MI et le PI. Donc, ça peut être utile dans certains cas. Voilà. Donc, avec ça, voilà, j'ajoute une remarque, justement, une chaîne de Markov à temps discret à espace d'état infini, elle peut être ergodique ou pas. D'accord? On n'a pas dit que seules les chaînes finies qui sont ergodiques. On a dit que si elle est finie, je dois vérifier l'irréductibilité et la périodicité. Donc, si elle est infinie, c'est d'autres conditions. Voilà. Donc, avec ça, j'ai fini le cours des chaînes de Markov à temps discret. Est-ce qu'il y a des questions sur l'analyse transitoire ou l'analyse stationnaire? Non, madame. Très bien. Pardon, madame. Oui. Pour le support de cours, Oui. vous avez envoyé un cours de Markov de 9 pages. Il ne contient pas ces éléments. Attends. Support de cours, le voilà. C'est celui-là. Donc, voilà. Voilà le support de cours. Il y a les rappels mathématiques. RSD, tu es en RSD ou la RSE? RSE. C'est le même support que j'ai envoyé pour les deux, puisque vous avez le même programme. Donc, j'ai donné dans le chapitre chaîne de Markov, j'ai commencé par les rappels mathématiques.
juste, je reviens en arrière. J'ai envoyé d'abord le cours introduction. Confirme-moi. Oui, vous Confirme. avez envoyé ça. D'accord, voilà, le chapitre introduction pour Oui. ceux qui se sentent déconnectés. Le chapitre introduction, c'est pas pour apprendre. Moi, je suis pas pour apprendre. C'est juste pour lire un petit peu, pour vous documenter. Ça fera partie de votre culture générale. Pour le chapitre chaîne de Markov, j'ai commencé par des rappels. J'ai expliqué ce que c'est que les processus stochastiques, les chaînes de Markov. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de Markov? Après, j'ai entamé les chaînes de Markov à temps discret. Voilà, c'est quoi le PIJ? Qu'est-ce que c'est les descriptions possibles d'une chaîne de Markov? Représentation graphique et matricielle. Voilà la description matricielle. J'ai parlé de la distribution initiale. Voilà l'exemple du processeur. Voilà, il est là l'exemple du processeur. Le calcul, l'analyse transitoire. J'ai donné le Pn, comment je calcule en fonction du Pn-1. J'ai expliqué ce que c'est que les transitions PIJ en N, d'accord? Équation de Kolmogorov. Ici, j'ai expliqué, regarde, j'ai expliqué comment calculer le Pn. Voilà. L'exemple, il est dans votre document. Les paramètres, les voilà. Le FIIN, le FII, le MI, la classification des états. Alors, la chaîne irréductible, la période, le schéma de classification, la classification, voilà, là, c'est les résultats. Je n'ai pas les détails. Les résultats et les propriétés. Tous les états, les propriétés que j'ai données aujourd'hui. Donc, les états d'une chaîne irréductible sont de même nature, ils ont la même période. Une chaîne, voilà, si elle est finie, bon, là, il y a une propriété en plus, c'est pas méchant. Si elle est finie irréductible, tous les états sont récurrents non nuls. On regarde cette propriété. Si elle est finie, elle ne peut comporter que des états transitoires ou récurrents non nuls. C'est normal. Elle ne peut pas. Une chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, une chaîne infinie. D'accord? Si elle est finie, elle peut pas, je ne peux pas trouver un temps de retour infini. Ainsi, un état récurrent nul ne peut donc exister que dans une CMTD infinie. C'est logique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le temps de retour, l'état récurrent non nul, plutôt l'état récurrent nul, il est récurrent, donc proba de retour égale à 1, mais le temps, il est infini. Où est-ce qu'on trouve ça dans le cas infini? Le calcul dont je parlais tout à l'heure, le FIJ que j'ai expliqué tout à l'heure, il est là. Et regarde, comment ça, je mets exactement la même chose. Voilà, je vais doucement. Ici, le MIJ que j'ai expliqué tout à l'heure, il est là. Et l'analyse stationnaire, exactement la même chose, voilà. Une chaîne de Markov ergodixiée seulement, elle est, voilà, si elle est finie, elle va être ergodixiée seulement si elle est apériodique irréductible. Voilà. Et le calcul de la stationnarité. Et j'ai dit, voilà le résultat du pi. Donc, les étudiants qui vont calculer, qui vont résoudre ce système d'équations sur l'exemple 1, sur le premier exemple du processeur, ils vont trouver ce résultat. Et voilà, et c'est les propriétés que je viens de donner. PI égale à 1 sur PJ égale à 1 sur MJ. Et la dernière propriété, quand il a... Voilà. Je m'arrête exactement au même point que le support de cours. Je fais en sorte qu'il y ait exactement la même chose pour que l'étudiant soit à l'aise en lisant son support de cours. Qu'est-ce qui manque, mademoiselle, dans le support de cours? Les détails des exemples. Les détails des exemples, je ne peux pas te mettre ça dans les supports de cours. C'est à l'étudiant de prendre des notes. Quand j'explique, il faut que l'étudiant prenne des notes. Je vous ai dit dès le premier cours. Quand je prends, je donne des exemples au tableau, ou bien tableau numérique ou tableau réel. L'étudiant doit prendre des notes. Qu'est-ce qui te manque, mademoiselle? Rien.
pas, mademoiselle. Tu as parlé Non, maintenant. madame, j'ai reçu un message sur le groupe. Ils vont me demander de vous dire pour ce PDF. Alors j'ai dit, c'est pas moi. Tu n'as pas vérifié. Non, madame, dans le groupe, il y a un message. La déléguée, elle n'est pas là. Alors j'ai dit le message de l'élève. Donc, tu dis à tes camarades. Oui, J'ai madame. vérifié, on a vérifié en ligne et Oui, j'ai madame, vu, j'ai dit. J'ai on envoyé a- un message. voilà, que c'est exactement la même chose. Maintenant, si l'étudiant a besoin d'une information précise, il n'y a aucun problème. Il peut m'envoyer un mail. Madame, moi, j'ai des notes. Très bien, très bien. Tu prends des J'ai notes. tous les notes. Alors, c'est Très pas bien. mon problème. C'est le problème des étudiants. C'est pas moi. Ça fait rien, ça fait rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des étudiants. Donc, il faut que les étudiants soient conscients que ce qu'il y a dans le support, c'est exactement. Je ne peux pas faire un cours, c'est-à-dire des slides d'un genre ou là dans une langue et le support de cours dans une autre langue ou d'un autre genre. Après, l'étudiant, il va être perdu. Pas normal. Non, là, c'est exactement la même chose, rassurez-vous. Je passe à la série d'exercices. Merci, madame. Et pardon pour le dérangement. Ah. Alors, on va prendre série d'exercices. On va prendre, c'est le même exercice, que ce soit RSE ou Madame, oui. concernant avec le support de cours, vous ne pouvez pas envoyer le cours que vous lisez. Les slides, non, les slides, c'est pour moi, c'est pas pour vous. D'accord? Oui. Parce que quand tu vas imprimer, c'est plus pratique d'imprimer un PDF en termes de coût, en termes de protection de l'environnement. Ça va te coûter déjà moins cher. Un étudiant qui va imprimer ça, Oui. ça va lui coûter moins cher parce que les informations, elles sont condensées. Les slides, c'est pas Parce que pratique. personnellement, moi, j'ai l'habitude de lire des slides. Un étudiant n'est pas censé lire un slide, Oui, les je sais. slides. Les slides, c'est pour l'enseignant, c'est pour expliquer.